Alors, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus ce matin pour cette conférence, qui est l'une des dernières de cette 10e édition du Festival de géopolitique de Grenoble, qui fut riche tant par les émotions qu'il a pu susciter, par les réflexions, que par la pluralité des regards éclairés qui ont su le constituer. C'est aujourd'hui avec un grand plaisir que nous accueillons Monsieur Olivier Kempf. Monsieur Kempf, si vous me le permettez, je vais introduire succinctement votre parcours scolaire et professionnel, afin de poser les bases de cet échange. Vous sortez diplômé de la prestigieuse École des officiers de Saint-Cyr. Vous êtes breveté de l'école de guerre, docteur en sciences politiques. Vous êtes également titulaire d'un DUG de droit et d'une maîtrise en sciences politiques que vous obtenez dans notre formidable capitale des Alpes. Vous êtes stratégiste d'une part, géopolitologue de l'autre. En effet, vous menez une carrière militaire riche et variée, alternant commandement, opérations, notamment au Koweït, en ex-Yougoslavie, en Côte d'Ivoire, ainsi qu'au Tchad, et poste en état-major au sein des forces armées françaises, mais pas seulement. Vous occupez également des postes stratégiques dans certaines institutions internationales, telles que l'OTAN, l'ONU et l'Union européenne. En parallèle de ce parcours militaire, vous menez de front une carrière académique, chercheur associé à l'Institut des relations internationales et de la stratégie, auparavant. Vous êtes également maître conférencier à Sciences Po, à l'École des guerres, à HEC, à Polytechnique, ainsi qu'à l'IHEDN, pour ne citer que ces institutions-là. Vos recherches portent sur la stratégie, plus particulièrement sur la cyberstratégie, mais aussi sur la stratégie des organisations, la stratégie théorique et la stratégie nucléaire, ainsi que sur les questions de sécurité de l'espace euro-atlantique, et tout particulièrement l'OTAN, mais aussi la géopolitique de la France et de l'espace méditerranéen. Comme nous le savons tous, les raisons de votre présence dans notre belle ville ne découlent en aucun cas d'une certaine nostalgie d'un temps où vous usiez les bancs de l'Université de Grenoble. C'est pour cela qu'il est maintenant temps, Monsieur Kempf, que je vous laisse la parole, afin que vous puissiez développer votre réflexion et votre vision sur ce sujet primordial qui est les relations entre les États-Unis et l'Allemagne, dans ce conflit autour de l'OTAN. Je vous remercie et bonne conférence à vous tous. Ouais, merci, oui. C'est très flatteur et puis alors c'est très... Bon, voilà. J'ai mon brevet de surveillant de baignade aussi, vous avez oublié. Ouais, j'ai fait un peu tout ça, mais il a vraiment enjolivé le tableau. Je vais vous parler un peu d'OTAN, mais finalement, c'est pas le sujet qui nous... Oui, il faut que je sois proche, hein, c'est ça. Un peu d'OTAN, mais on terminera sur l'OTAN parce que c'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est effectivement, et c'est ce que j'ai marqué là, oui ça marche, les relations entre les États-Unis et l'Allemagne qui interviennent dans une période délicate. On va parler d'un cadre européen fragilisé, je n'ai pas besoin d'y revenir, vous suivez l'actualité. Un ordre international qui ne porte pas son nom, parce que finalement il est en désordre. Plein de signes l'illustrent. Ça, c'est le cadre général. Et on observe deux chefs d'État qui sont dans des postures qui sont malgré tout inhabituelles. Merkel 4, puisque c'est son 4e gouvernement, est clairement fragilisé, en difficulté. Et Donald Trump, il est atypique, même si, et contrairement à ce que disent les Cassandres, il a un socle très solide. Et je n'exclus pas qu'il soit réélu dans 3 ans. Voilà. Voilà. Prenons Trump au sérieux. Bon. Ce qui ne veut pas dire qu'il est plaisant, mais une attitude sérieuse doit prendre Trump au sérieux. Derrière, en amorce, j'aimerais te dire que finalement, au-delà de l'Allemagne, pour Trump, c'est l'Europe qui est en jeu. Et donc, nous allons parler de l'Allemagne, mais au travers de l'Allemagne, nous allons parler de l'Europe. Voilà. Ça marche. Alors, un plan en 2 parties. Bon, peu importe, hein, je ne sais même plus si c'est académique, parce qu'à Sciences Po, c'est 2 parties, à la fac, c'est 3 parties. On s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est le sujet. Je vais vous parler un peu d'histoire. D'où ça vient, d'où ils viennent, quels sont les
les profondeurs mentales derrière les Américains et derrière les Allemands pour comprendre un peu ce qui se passe et pour justement aller sur une deuxième partie, voir comment ça s'incarne aujourd'hui. Voilà. C'est de la vraie géopolitique. Aller du loin pour revenir vers les manifestations. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les sous-jacents. Voilà. Donc une première partie de sous-jacents, puis une deuxième partie, on dira, d'actualité. Puis en conclusion, même si j'aurais parlé de l'OTAN au fur et à mesure, les deux sujets qui forcément vous intéressent, et nous, la France, et puis si on m'a demandé de parler de l'OTAN, j'en parlerai un peu. Alors l'Allemagne, c'est le chef de file européen. Même si elle prend soin à ne pas diriger l'Europe. Alors c'est très ambigu cette notion de direction de l'Europe, parce que quand vous regardez tous les postes de direction, que ce soit à la Bundesbank, etc., vous avez des Allemands. Vous avez vu l'affaire Selmayr, qui est le directeur général de la Commission européenne, encore un Allemand, ça pose quand même des problèmes. Donc tous les hommes de pouvoir des institutions européennes sont des Allemands, mais finalement, l'Allemagne, en tant qu'Allemagne, prend le plus grand soin à ne pas diriger l'Europe telle que la France pourrait le faire si elle était à sa place. Vous savez, des grosses nations, on serait assez insupportable parce qu'on dirait, voilà, les Allemands, ils font attention. On va voir pourquoi aussi. Et pourquoi ? Parce qu'elle sait qu'elle porte le fardeau de l'histoire, et notamment de l'histoire récente. Cette notion de fardeau est importante. Dans le cadre de l'OTAN, parce que dans le cadre de l'OTAN, un des grands thèmes qui revient, c'est le burden sharing, le partage du fardeau. C'est une notion américaine. Pour les Allemands, le fardeau, c'est d'abord un fardeau moral. C'est celui de l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, son profil bas, parce que malgré tout, il y a un profil bas, explique que ça contraste avec sa position géographique qui est au centre de l'Europe. La Mittel Europa, c'est l'Allemagne. Et donc, d'un point de vue purement politique, restons au politique, on va voir qu'il y a d'autres aspects, mais d'un point de vue politique, l'Allemagne fait la politique de son histoire récente. Elle se souvient de son discours sur la Grande Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc elle fait très attention de ne pas être trop envahissante. Elle sait qu'elle a laissé des mauvais souvenirs partout. Regardez ce qui se passe en Grèce. Je veux dire, les réactions des Grecs vis-à-vis de l'Allemagne ont été extrêmement virulentes avec des manifestations, etc. Donc, voilà, elle est très prudente et d'ailleurs, elle dépend, dans toute son histoire récente, profondément des Américains. Donc, deux idées. L'Allemagne moderne, l'Allemagne contemporaine est très américaine. Et du coup, la rupture trumpienne, j'annonce un peu ce qui va arriver, surprend beaucoup, dérange beaucoup les élites allemandes qui sont atlantistes par nature, par éducation. Enfin voilà, depuis tout petit, quand vous êtes une élite allemande, vous êtes pro-américain, vous êtes atlantiste. Voilà. Alors le poids de l'histoire. Pourquoi ? Parce que la naissance de l'Allemagne moderne, de l'Allemagne contemporaine, d'où vient-elle ? Elle vient de la fameuse Allemagne année zéro en 1945. Voilà, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le blocus de Berlin de juin 48 à mai 49. Grande période, c'est le déclenchement de la guerre froide. Le déclenchement de la guerre froide, fin 47, début 48. Donc l'Allemagne était dans le camp voilà, on l'a écrasé en 45. Et 3 ans après, c'est un autre problème qui est là. On ne craint plus réellement, du moins les Américains ne craignent plus la résurgence allemande. Les Français la craignent toujours un peu, mais pas les Américains. Et donc la question, ça va être comment est-ce qu'on fait pour contrer les Soviétiques ? Et pour cela, eh bien, on crée le traité de Washington, la première alliance atlantique, dans laquelle il n'y a pas l'Allemagne d'ailleurs. 12 pays, dont la France. La France est signataire du traité de l'Atlantique Nord, du traité de Washington, en avril 49. Regardez les dates, avril 49, mai 49. C'est très proche. Et donc vous avez la fondation de la RFA qui est en mai 49. C'est pas un hasard. Je veux dire, là vous avez 2 mois qui sont tout à fait essentiels et qui expliquent que l'Allemagne, qui n'était plus rien, redevient quelque chose. Elle renaît. Elle redevient un objet politique, certes très limité, certes un nain, mais elle redevient un nain politique grâce à la volonté américaine et grâce au
parapluie américain. Donc le vainqueur d'hier devient le protecteur d'aujourd'hui. L'Allemagne contemporaine n'existe dans ses tréfonds mentaux que grâce aux Américains. Alors après, très rapidement, on arrive à la crise de la CED, Communauté européenne de défense. Alors il y a des étudiants ici qui doivent savoir ce que c'est, et puis il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. De quoi ça parle? La grande question, c'est comment... La grande question sous-jacente de la CED, c'est il va falloir réarmer l'Allemagne. C'est ça le sujet. Et la vraie question, c'est comment on gère ce réarmement allemand, parce qu'on se souvient quand même de l'affaire Marthe, qui n'a pas laissé que des bons souvenirs. On est en 52, 51, 52. Donc comment on fait? Alors, les Français commencent à dire on va faire une communauté européenne de défense. En gros, une armée européenne, et dans l'idée des Français, c'est nous, Français, on a des unités mixtes, on a le commandement, et comme ça, c'est nous qui commandons aux Allemands. C'est ça l'idée de la communauté européenne de défense. Donc, ils votent l'affaire. Je crois que le traité est signé. Il y a peut-être des spécialistes qui me démenteront ici, mais peu importe. Et puis, il y a un grand débat politique. Et puis 2 ans après, sous la pression des communistes et des gaullistes, finalement, l'Assemblée nationale dit « Ouais, mais non, on ne va pas ratifier ce traité. Donc, on abandonne la CED. » Donc, 2 ans de palinodie. On n'est pas mauvais en France pour faire ce genre de choses. Et donc, 54, arrêt de la CED. Mais alors, du coup, que faire? Parce que malgré tout, le sujet, c'est quand même les soviétiques. C'est ça, le sujet. Et il faut réarmer l'Allemagne. Parce qu'on sait bien qu'il y a une RFA, il y a une RDA, il y a une ligne de front et que la bagarre, elle va se faire là. Et donc, du coup, eh bien, les Américains disent on va faire autre chose. On va permettre à la RFA d'adhérer à l'Alliance Atlantique, on va recréer une armée. Et le parapluie, l'encadrement de l'armée allemande se fera au travers de l'Alliance Atlantique. Et ça se fait en 1955. Accessoirement, l'Union occidentale, qui était le traité de Dunkerque de 1948, qui était un traité purement européen, traité de Bruxelles, pardon. Traité de Dunkerque, c'est celui de 1947. Traité de Bruxelles de 1948, se transforme en Union de l'Europe occidentale et intègre l'Allemagne aussi. Cette UEO, c'était l'objet militaire européen qui a traversé à peu près toute la guerre froide pour rejoindre l'Union européenne au moment de la signature du traité de Maastricht et puis se faire dissoudre un peu plus tard quand on est passé à la PESD, etc., etc. Donc voilà, vous avez un objet politique stratégique qui s'appelle l'UEO, qui est là, et sur lequel l'Alliance Atlantique va prendre le pas. Alors l'Alliance Atlantique se renforce en 1955, avec donc l'arrivée de l'Allemagne, et c'est à ce moment-là que les Soviétiques créent le pacte de Varsovie. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, une initiative américaine provoque en retour une réponse soviétique. Ce n'est pas toujours les Soviétiques qui ont été les grands méchants et qui ont pris l'initiative des problèmes. Les Américains créent la RFA, du coup, 3 mois plus tard, les Soviétiques créent la RDA. Les Américains élargissent l'Alliance Atlantique, du coup, les Soviétiques créent le pacte de Varsovie. Voilà. Derrière, après l'échec de la CED, on se pose la question, il faut quand même relancer quelque chose du côté européen. Et c'est l'échec de la CED, le renforcement de l'Alliance Atlantique, qui fait qu'en 1957, on a la conférence de Messine, traité de Rome, et la création de la CEE, qui va avoir le destin que l'on connaît. La conclusion partielle, c'est l'Allemagne renaît militairement grâce aux Américains. Là encore. De façon très encadrée, d'ailleurs. Et dans l'esprit des Allemands, il y a un contrat au départ. Les gars, on vous réarme, mais vous ne vous trompez pas. C'est pour une condition première. C'est d'abord dans le cadre de la guerre froide et accessoirement parce que le combat aura lieu sur votre sol. Tout le monde le sait. Donc, voilà. Mais hors de ça, vous ne touchez pas. Donc, vous voyez, renaissance grâce aux Américains,
mais un vrai contrôle américain. Et donc, les espaces politiques et militaires sont quand même très encadrés par les Américains. Je pourrais développer la crise du blocus de Berlin. Tout le monde a en mémoire le mot de Kennedy, Ich bin ein Berliner. Vous avez eu la crise des euromissiles en 79, etc., etc., etc. Et à chaque fois, les dirigeants allemands se sont alignés naturellement derrière les Américains. Voilà. Donc vous avez un vrai tropisme qui vient de loin et qu'il faut connaître. Alors vous pouvez dire, ouais, mais il y a eu des tensions. La première, on l'a oublié, Willy Brandt, avec ce qu'on appelait Lost Politic, c'est-à-dire cette espèce de politique de dialogue avec l'autre camp, qui a beaucoup choqué à l'époque. Voilà, dans les années 70, on est quand même dans une guerre froide dure, même si elle commence à être un peu aménagée, mais une guerre froide voilà, assez dure. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une défiance? Non, il ne s'agit pas de défiance, parce que finalement, il a rapidement montré qu'il était toujours dans la ligne. Même chose, souvenez-vous, la position commune Chirac-Schröder en 2003 au moment de la crise en Irak. Ça a été une stupéfaction. À l'époque, tout le monde regardait, waouh, ça y est, je veux dire, la réalisation du fantasme français arrivait devant nos yeux. Ça y est, on a réussi à entraîner les Allemands derrière nous pour contrer les Américains. Enfin, c'était... Voilà, je veux dire, il y avait du baume au cœur dans tous les commentateurs politiques. Ouais, sauf que ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Souvenez-vous, c'est pour ça, je veux dire, ce vieux fantasme, c'est le traité de l'Élysée. Vous savez, le traité franco-allemand de 1963, entre De Gaulle et Konrad Adenauer. Donc il le signe, et dans l'esprit de Gaulle, c'est bon, ok, voilà, on est tous sortis de la colonisation, c'est bien. On a réorganisé l'immédiat après-guerre froide, c'est bien. On vient de passer la crise de Cuba, c'est bien. Moi, j'ai inventé une sorte de troisième voie. Et d'ailleurs, on va essayer de construire une Europe un peu indépendante ou autonome. Et le coup franco-allemand, et voilà, on va signer un traité franco-allemand. Donc, il le signe. Seul problème, c'est que pour la ratification, le Bundestag, donc le Parlement allemand, vote une motion préalable au traité en disant de toute façon, ouais, on signe ce traité, mais qu'on soit bien d'accord. Il est totalement subordonné à nos alliances militaires et stratégiques, et notamment à l'Alliance Atlantique. En clair, cher mon général, rêve pas. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Même chose, après Schröder, arrive Merkel 1. Première chose qu'elle fait, Merkel 1, c'est de revenir dans l'axe. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'Allemagne de l'Est. Elle vient d'Allemagne de l'Est. Et pour elle, le profil psychologique d'Angela Merkel, c'est... Il faut que je regarde, je parle, il faut que je vous laisse le temps de discuter. Les Américains m'ont libéré, comme d'ailleurs toute l'Europe de l'Est. Voilà, je veux dire, le monde libre, c'est les Américains, ils nous ont libérés de l'oppression soviétique, point. Voilà. Donc elle revient très rapidement dans l'axe. Bref. Conclusion. L'Allemagne, culturellement, mentalement, psychologiquement, enfin bon, voilà. Au fond, elle est soumise stratégiquement aux Américains. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas du géo et qu'il n'y a pas une politique de puissance. Mais la politique de puissance allemande, ce n'est pas la nôtre, à nous Français. Nous, on est encore habités de Louis XIV et de Napoléon. Eux, ils n'ont plus ça. Voilà, Frédéric II, c'est loin, quoi. Voilà. Et puis depuis, il y a eu plutôt de mauvais souvenirs. Donc voilà. Nous, on est encore Foch. Voilà. On a encore Delattre et Leclerc. À la fin, on gagne. C'est ça la bonne nouvelle. À la fin, ils perdent. J'arrête. Si donc l'Allemagne refuse la géopolitique, elle accepte la géoéconomie. Et donc, elle va bâtir sa puissance là-dessus. Et donc, il faut revenir à la notion de dette. L'Allemagne a une dette morale, c'est le fameux fardeau dont je vous parlais tout à l'heure. Mais elle n'a pas de dette économique. Et quand vous regardez le mot Schuld en allemand, merde, j'ai prononcé l'anglaise. Il y a un germanophone ici, der Schuld.
Voilà, je crois que je l'ai bien dit. Il veut dire à la fois faute et dette. Gardez ça en permanence quand vous lisez les titres de presse et les décisions allemandes à propos de la dette. Pour un Allemand, la dette, c'est une faute quasiment morale. Et donc, c'est d'autant plus vrai que vous avez deux moments très forts, deux moments d'hyperinflation. Il y a celui de 23, d'accord. L'hyperinflation de 23, elle est due à quoi? Elle est due au paiement des dettes de guerre. Nous crions pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne paiera. Ne jamais oublier que pendant ce temps-là, à Berlin, il criait la France paiera. Pas l'oublier. C'est pas connu, mais pas l'oublier. Ne pas oublier l'intransigeance américaine dans le paiement des dettes de guerre. Valable après la Première Guerre mondiale comme après la Deuxième. Crédit pré-bail, etc. Il y a des historiens ici qui pourraient vous en parler mieux que moi. Mais donc l'hyperinflation allemande de 23, c'est malgré tout les dettes de guerre. Bien. Qui n'arrivent pas à payer, qui ne payent pas, etc. etc. Même chose en 47. Qu'est-ce qui se passe en 47? Là aussi, vous n'avez pas de monnaie, vous avez un phénomène d'hyperinflation très temporaire. Que font les Américains? Ils préparent dans le secret un Deutsche Mark, d'accord? Et ça prépare la réforme de Ludwig Erhard, qui est l'homme de la Renaissance allemande, de la Renaissance économique allemande, c'est Ludwig Erhard, d'accord? Et ça, c'est en préalable à l'unification des trois zones. Donc la monnaie précède l'unification politique qui précède la naissance politique de la RFA. Il faut avoir ça à l'esprit quand vous revenez en 92 sur la décision de l'euro. Pour eux, le Deutschmark, c'est la souveraineté. La renaissance allemande, et donc la puissance économique allemande, c'est le Deutschmark, c'est l'annulation de la dette et la recréation de la souveraineté. Mais ça n'existe que par les Américains. Donc voilà, ce culte du Deutschmark, cette obsession de l'exportation. Après, vous pouvez ajouter les réformes Schröder, dites Hart-Cut en 2004, avec toutes les conséquences qu'on connaît sur le tissu économique allemand aujourd'hui, avec des tonnes de bad jobs, hein, je veux dire, voilà, des retraités allemands. Voilà, je veux dire, la puissance économique la plus riche d'Europe fait travailler ses retraités parce que les minimums vieillesse ne sont pas au niveau. Ils n'ont peut-être pas de dette, mais ils font bosser leurs retraités. Voilà. Le SMIC, une des grandes nouveautés de la dernière campagne, c'est est-ce qu'on crée un SMIC ou pas? Ils en sont là, quoi. Avec des taux horaires à 4 ou 5 euros. Et moins de celui français. C'est ça la réalité de la puissance économique allemande. On fantasme, nous, en France, sur la puissance économique, il faut voir le prix. Bien. Tout ça pour dire que l'Allemagne a pris le tournant de la mondialisation, elle a suivi la concurrence chinoise sur le coût du travail. Et que donc aujourd'hui, elle est la principale bénéficiaire de la mondialisation, et en même temps, son modèle, du coup, pèse sur les autres. Quand on dit, il y avait un sondage hier, les Français ne sont pas à l'aise avec la mondialisation qui appauvrit. Tout le monde pense que la mondialisation, c'est les Chinois, les Indiens, les Indonésiens et les Vietnamiens. Non. Le poids de la mondialisation en Europe, c'est notre premier partenaire économique. C'est l'Allemagne. C'est pas bien ce que je dis. Hein. Bon. Voilà. Alors, ce qui est vrai en Europe, c'est vachement vrai aussi aux États-Unis. Regardez les défis commerciaux américains, mais voilà, je veux dire, que vend l'Allemagne au monde? Que vendent les États-Unis au monde, pardon? Ils vendent de la dette. Ils vendent du déficit. Le principal produit d'exportation américain, c'est du déficit commercial. Bon, j'arrête, c'est pas tout à fait vrai. Parce que bien évidemment, pourquoi ils y arrivent? Parce qu'ils ont le dollar, parce qu'ils ont le smart power, parce qu'ils ont Wall Street, parce qu'ils ont les GAFA. D'accord. Cela étant, l'équilibre est imparfait.
l'équilibre économique, l'équilibre commercial est imparfait. Et c'est ça que dénonce Trump. Ne vous y trompez pas. Quand je vous dis qu'il faut prendre Trump au sérieux. Alors on y arrive. Je suis dans les temps ? Ouais, c'est bon. Ouais, faut pas que je traîne non plus. Alors Donald Trump, prenons-le au sérieux. D'accord, il est imprévisible, barré de certitude, il connaît rien aux affaires du monde, il fonctionne à l'instinct. Oui, j'ai commencé à dire le mal, et puis on essaye d'avoir des catégorisations peut-être un peu plus objectives. Il fonctionne à l'instinct. Ce qui ne veut pas dire qu'il est irrationnel. Attention, distinguer l'instinct de la folie. Voilà, c'est pas exactement la même chose. C'est un homme d'affaires. Son éducation, c'est l'immobilier new-yorkais. Un des milieux économiques les plus brutaux au monde. Pour lui, la négo, c'est de la baston dans l'immobilier new-yorkais. Ok ? Voilà. Il vient de là. Il vient du Bronx. Je force le trait, mais voilà. C'est un milliardaire qui vient du Bronx. Il joue la stratégie du fou. Vous savez, théorisé par Kissinger dans les années 70, etc., etc. Et ça marche vachement bien. Jusqu'à présent, ça marche vachement bien. Il surprend tout le monde. Il est imprévisible. Donc tous les gens se disent hop, 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 hop. Les Chinois, tout le monde. Ce gars-là est taré, méfions-nous. Donc soyons encore plus prudents et quelque part, on va mettre encore plus finalement d'opportunités de transactions et donc quelque part de gains potentiels pour lui par rapport à quelqu'un de très rationnel comme Obama où on connaît la ligne et on va négocier sur une bande faible par rapport à la ligne. Avec Trump, on élargit l'espace de négociation. Donc ça marche. Bon voilà. Il est roué mais intelligent, brutal, mais négociateur et surtout, c'est tout sauf un idéologue. Donc, quand le New York Times et le Financial Times le décrivent comme un fasciste, ou quand la bonne pensance française le décrit comme un fasciste, mais les gars, mais vous êtes à l'ouest, enfin vous n'êtes pas à l'ouest, vous êtes sur Mars, vous ne comprenez pas le bonhomme. C'est pas le sujet, c'est pas un idéologue, donc c'est pas un fasciste. Pour être facho, il faut être un idéologue, il faut être un intellectuel. Ça n'en est pas un. Cherchez pas. C'est pas le sujet. Alors, son instinct politique dénonce la mondialisation. Pour nous, la mondialisation, c'est une sorte d'américanisation. Voilà. Quand on met tout à plat, qu'on oublie un peu les Chinois, etc., c'est quoi la mondialisation ? C'est un truc qui a été lancé par les Américains dans les années 90, d'accord, après la fin de la guerre froide. C'est un truc américain pour nous. Le seul problème, c'est que cette image mentale que nous avons de la mondialisation, elle date des années 90. Celle justement de l'hyperpuissance américaine. Et c'est d'ailleurs l'image mentale que lui aussi avait Trump. Mais depuis 2000, depuis la fin des années 90, l'hyperpuissance américaine, elle a pris un coup. Je parle même pas du 11 septembre. Toutes les interventions militaires sont ratées. Excusez-moi, disons-le simplement, elles sont ratées. Malgré un budget qui est totalement démentiel. Le budget américain est la somme le budget de défense américain est la somme des 17 ou 13, enfin je sais plus, budget suivant. Ils sont total, c'est démentiel. D'accord. Ils ne dirigent plus manifestement l'ordre mondial. Partout, on se débrouille sans eux et partout, dès qu'ils arrivent, ça marche pas. Voilà, ça marche moins bien. Ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas des acteurs. Tout ce que je suis en train de dire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une superpuissance, c'est que ce n'est plus l'hyperpuissance théorisée par Védrine.
Vous avez tout un tas d'États qui les confrontent. Alors, je ne parle même pas du Venezuela, mais Duterte aux Philippines, Erdogan, le Turc Erdogan. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'arrête pas de défier les Américains. Bon, Kim Jong-un, bien évidemment, mais vous voyez, je l'ai mis en dernier. C'est pas le. C'est quoi? C'est la Corée du Nord. C'est quoi, Corée du Nord? N'empêche que. Et puis, vous avez un vrai sujet qui est toute la révolution informatique, cyber, digitale, etc., qui est un autre sujet sur lequel je travaille beaucoup, a de profondes résonances économiques. On pourrait reparler, voilà, on garde ça pour la question. Mais il n'empêche que ça permet deux choses. Ça permet certes les GAFA, et pour nous les GAFA sont américains, et bien évidemment les GAFA ont des relations incestueuses, on va dire ça poliment, avec les services publics américains, y compris les spéciaux. On va dire ça poliment. Hein, voilà, je dis ça poliment. N'empêche que ce qu'ils font en Europe, c'est d'ailleurs je ne paye pas d'impôts, ils le font aussi aux États-Unis. Et puis les GAFA, ça désindustrialise aussi les États-Unis. Et puis finalement, la mondialisation, c'est d'abord des technologies de l'information et de la communication. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Je veux dire, le support technique de la mondialisation, c'est l'informatique. Ce n'est pas juste un projet idéologique ou juste un projet économique. Et même chose, ça permet de l'évasion fiscale, et donc ça permet moins de rentrées fiscales, et donc ça augmente le déficit. Donc Trump, il a une relation finalement assez mitigée avec les GAFA. Et voilà. Donc la conclusion, c'est que Trump n'est pas contre la mondialisation. Il est contre cette mondialisation-là telle qu'elle est configurée aujourd'hui. Et donc son objectif, qui est très rationnel, là encore, est de changer la configuration de la mondialisation. Et donc, il va vouloir peser sur les principaux bénéficiaires de la mondialisation, que sont la Chine et l'Allemagne. Voilà. Avec des approches différentes, parce qu'il va faire malgré tout, parce qu'il a conscience des rapports de force. Il a été élevé dans, vous savez, l'immobilier new-yorkais, donc rapport de force, il sait très bien ce que c'est. Et donc il se dit, entre un gars qui pèse 1 milliard de personnes et un gars qui pèse 80 millions, voilà. Je vais plus peser sur celui qui pèse 80 millions parce que je vais faire du rapport de force à l'immobilier new-yorkais. Voilà, boum. Et ce gars-là, c'est l'Allemagne. Et derrière l'Allemagne, c'est l'Europe. Mais c'est, vous voyez, il ne connaît pas, il n'y a pas nos connaissances de relations internationales. L'Allemagne, l'Europe, voilà. Ce gars-là, là-bas. Il assimile. Et donc, il est beaucoup plus direct avec l'Allemagne, donc l'Europe, pour cette raison-là. Et donc, il va cibler. Alors, d'où toutes ces déclarations sur l'OTAN. Vous voyez, j'en parle quand même de l'OTAN. Je réponds à la commande. Pour nous, Européens, l'OTAN, c'est l'outil des Américains. C'est un camion américain conduit par des Américains avec des Européens à bord. Pour nous, c'est ça. Ouais, mais c'est pas ça pour les Américains. Pour les Américains, l'OTAN, c'est une organisation européenne. D'ailleurs, quand vous regardez les termes du traité, vous apercevez que le territoire américain n'est pas couvert dans la zone traitée. Vous avez l'Atlantique, nord, d'ailleurs, mais ça s'arrête aux côtes. Et d'ailleurs, quand on déclare l'article 5 le 13 septembre 2011, quelque part, c'est limite. Parce que le territoire américain, normalement, n'était pas couvert. Et les Américains n'ont pas vraiment demandé l'article 5. C'est les Européens qui ont voulu déclarer l'article 5. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, alors, la campagne, il raconte n'importe quoi pendant la campagne. C'est du Trump, c'est pas grave. Il a été élu. Donc, il raconte pas n'importe quoi puisqu'il a gagné. Donc, il dit l'OTAN est obsolète. Chez le redneck américain du Middle West, comprendre, les Américains nous font suer. Je ne sais pas comment le traduire en anglais. S'en fiche. Après, Stoltenberg, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, va très vite
rendre visite à Trump. Bon, alors Trump est poli malgré tout. Dans son esprit, il est très très poli. Donc il dit ouais, allez, c'est plus obsolète. Mais l'Allemagne va payer. Il s'en fiche. Vous comprenez? Je veux dire, ces mots importent peu pour lui. Voilà, je veux dire, tout le travail habituel des analystes politiques qui dessèquent les discours pour aller voir le sous-entendu et alors dans le 23e congrès, ce qui passionne les politistes, avec Trump, ça ne marche pas. Je veux dire, pas le sujet. Pas comme ça, c'est pas ça la clé. Son problème, c'est le partage du fardeau, qui est un vieux serpent de mer des cercles otaniens. Mais depuis les années 60, le burden sharing, ça a commencé sous la guerre froide. Sous la guerre froide, déjà, les Américains disaient mais il y en a marre, nous on paye et vous, vous ne payez pas assez. Et ce qui est vrai d'ailleurs. Bon, on y reviendra. Mais derrière, l'OTAN, quand Trump parle de l'OTAN, il parle de l'Europe. Et quand il parle de l'Europe, et qu'il dit vous ne payez pas assez, il parle de déséquilibre économique. C'est ça le sujet. Parce que la garantie de sécurité apportée par l'Amérique permet effectivement aux Européens de ne pas payer leur défense. C'est vrai. C'est vrai. L'OTAN, c'est une bonne chose parce que grâce à l'OTAN, on paye moins de 2% de notre PIB, de 2% de notre budget. Enfin voilà, vous avez compris. C'est grâce à l'OTAN qu'on paye rien. S'il n'y avait pas l'OTAN, qu'est-ce qui se passerait? On aurait peur les uns des autres, on monterait, etc., etc. On serait à 2,5-3%. Donc tous les mecs qui me disent l'OTAN, ça sert à rien. Si, ça sert à faire des économies, bien sûr. Même nous. Même nous, les Français. Mais bien évidemment, tous les autres. Les Belges qui sont à 1%. 0,98. Qui prennent à chaque sommet de l'OTAN l'engagement, ouais, promis, la cible des 2%, on y va, on y va, on y va. Et puis chaque année, ils enlèvent moins. Même chose, les Anglais, ils ont fait la même chose. C'est un faux problème, le budget de défense. Je ne devrais pas le dire, j'espère que mes chefs ne me voient pas. C'est un faux problème. Grâce à l'OTAN, on paye moins. Donc après, vous pouvez me dire, ça sert à rien, gna 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 gna. Ce qui est pas... Peut-être, mais ça sert au moins à quelque chose, à moins payer. Et Trump, il le voit, ça. Trump, il le voit. Alors les Britanniques, ils sont épargnés. D'abord, peut-être une vague réminiscence de la vieille alliance, mais de la part de Trump, j'en suis pas sûr. Il y a un intérêt objectif qui est celui politique, qui est celui du Brexit. Ok, les Brits, ils sont sortis, donc ils sont en train de pétarder l'Europe, donc finalement, ça me sert bien. Donc je ne vais pas les punir. Et puis, malgré tout, il y a quand même de la coopération stratégique. Ils nous accompagnent dans nos bastons, même s'ils sont beaucoup moins efficaces qu'aujourd'hui, ce qui est vrai. Voilà. Les Français, d'abord, ils payent un peu plus, et puis alors eux, ils sont toujours ça fait 20 ans, ils sont toujours à nos côtés, ils sont toujours à baston, c'est eux qui s'occupent de cette espèce de trou noir là qu'est l'Afrique. Là, ok, donc, ils s'en occupent, on les aide un peu, c'est très bien. Bon, vive les Français, eux ils font le job. Donc je ne vais pas les embêter. Mais les Allemands, sans blague, 1,18% du budget, zéro opération, on les voit jamais, et ils me vendent des BMW. Ouais, on arrête. Trump, c'est ça. Et alors, c'est un mélange de bon sens, d'instinct, etc. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils vont augmenter, les Allemands? Oui, ils vont augmenter. Ils vont truc, etc. Mais imaginons qu'ils passent à 2%. Ça leur fait un budget de défense à 60 milliards d'euros. Nous, avec la dernière revue stratégique LPM, là, qui est en train de truc, etc., on se raconte qu'on va arriver en 2025 à 2% et encore truc, etc., en fermant les yeux. 50 milliards. Imaginez que les Allemands soient à 60 milliards. Ça va poser problème. C'est ce que dit Sigmar Gabriel. Et donc, bon voilà, ouais, il faut renforcer, mais... Et on revient à cette difficulté allemande de... je ne peux pas faire trop de choses en Europe parce que mes voisins européens ne vont pas vouloir. Et donc la question germano-américaine est aussi une question européenne. J'accélère parce qu'on me dit d'accélérer. Alors en ouverture, la France. Historiquement, je ne vais pas faire on est mal à l'aise avec les deux puissances.
souvenez-vous du mot de Védrine, allié, ami, mais non aligné. Et quant à l'Allemagne, incontournable, mais pas manœuvrable. Parce que les Allemands, finalement, obéissent à leurs intérêts, eux. Alors, d'un côté le Brexit, d'un côté ce différend qu'on vient d'évoquer, pourrait servir la position de Paris. Cela étant, comme les deux sont difficiles, Trump c'est pas facile à manier, d'accord. La Merkel de la grosse coalition, ça va pas être facile non plus. Quels sont réellement les intérêts français? Voilà. Donc le jeu est très trouble pour Paris. Voilà. Pas sûr que ça nous serve, mais pas sûr que... Bon, on y reviendra peut-être. Et l'OTAN. Bah, vous comprenez bien que pour l'OTAN, en tout cas, le différend germano-américain n'est pas central. D'abord parce que vous avez tout un tas de trucs qui polluent l'OTAN. Vous avez le Brexit, vous avez Trump, vous avez la Turquie et l'OTAN. Vous avez les difficultés intérieures européennes qui sont importantes. Vous avez la distinction flanc est, flanc sud. Ah, qu'est-ce qu'on fait, quelle est la priorité, etc., etc. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? L'OTAN aime à rejouer le parfum de guerre froide. Vous voyez? Le film Parfum de femme, là, c'est Parfum de guerre froide. Voilà. Même si beaucoup d'acteurs ne font que jouer le théâtre d'ombre. Donc on fait semblant, mais je veux dire, tout un tas de gens, les Espagnols, les Français, les Américains, écoutez, les Italiens, les Russes, voilà, je veux dire, il est là-bas, d'accord, faut contenir, mais... Bon. Donc méfiez-vous de la communication publique et regardez les réalités géopolitiques, y compris sur ce qui concerne l'OTAN. C'est un autre sujet. Je crois que j'ai terminé. Je suis bon là? Ouais, je suis bon. Pour aller plus loin, bon voilà, de la pub. Vos questions. Allez, c'est la deuxième. La première est difficile, donc quelqu'un peut-il poser la deuxième question? Voilà, j'ai une deuxième question, et puis celui qui veut poser la première la posera. Écoutez, tout d'abord, merci pour cet exposé particulièrement structuré, surtout de la part d'un maître nageur, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure. Pas du tout. Alors, d'autant plus. Bon, vous avez d'autant plus de mérite. Rapidement, deux, trois questions. Bon, la première, sur votre conclusion, à savoir que il y a un parfum de guerre froide avec cette idée qu'on cherche peut-être à se faire peur. Bon, il semblerait quand même que les manœuvres russes nous y aident un petit peu. Deuxième chose, pour la conclusion. Vers quoi, à votre avis, risque-t-on de s'orienter de la part de l'Allemagne? Est-ce que, comme beaucoup, ils vont se dire on va attendre que Trump s'en aille et puis on verra après? Ou est-ce qu'on évoque véritablement, de façon sérieuse, la possibilité d'aller vers autre chose? Oui. Bon, parfum de guerre froide. Parfum de guerre froide. Alors que les Suédois, qui ne font pas partie de l'OTAN, les Finlandais, idem, les pays baltes, la Pologne, la Roumanie, s'excitent beaucoup, ok. Que les Anglais instrumentalisent ce truc-là parce que ça leur permet de renforcer le rôle de l'OTAN et donc, alors qu'ils sont en Brexit, retrouver une place stratégique en Europe, ok. Face à ça, vous avez un Poutine qui, lui, sait ce que c'est qu'une ligne rouge. Et la ligne extérieure de l'Alliance Atlantique est une ligne rouge. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas essayer de miner, de machin, de trucs, de nous affaiblir. Mais il va faire de l'approche indirecte et certainement pas de l'approche directe. Quant aux manœuvres, vols, vous savez, les vols, etc., 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 il fait toujours très attention à être à l'intérieur du cadre. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et y compris sur tout ce qu'on appelle la rhétorique nucléaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Russes, et je parle des Russes, n'ont pas oublié toute la grammaire stratégique de la guerre froide. Et donc toute la grammaire tactique. Ce dont on parle, c'est de la grammaire tactique. C'est-à-dire
comment j'envoie des signaux qui, etc., 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 qui, à un niveau tactique, vont servir mon but politique, mais je fais très attention à ne pas à rester à l'intérieur du cadre pour ne pas toucher le seuil. Ils sont très bons. Alors, c'est à la fois quelque chose qu'ils n'ont pas oublié, donc ils ne se sont pas modernisés, mais finalement, c'est de la constance. Les Russes sont constants. Nous, Européens, et nous, Otaniens, on a été inconstants. On a été inconstants pourquoi? Parce que dans les années 90 et 2000, on s'est occupé de tout un tas de choses fort intéressantes et fort utiles, qui étaient l'élargissement, qui étaient les opérations, qui étaient une diplomatie publique, etc., 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 etc. Nous nous sommes dispersés. Vous avez la fin du moment expéditionnaire de l'OTAN, aujourd'hui. Donc, comment se retrouver et finalement rejouer un peu et revenir aux fondamentaux et revenir à cette grammaire tactique, c'est pas forcément plus bête. Mais c'est pas bête si on ne se prend pas au jeu. Tout le problème des Occidentaux, c'est que pour beaucoup, ils croient à la communication publique qu'ils produisent. Voilà, je veux dire, c'est vachement bien la communication publique si on est lucide, si on n'est pas dupe. Mais beaucoup sont dupes. C'est un peu notre problème, on croit ce qu'on raconte. Voilà pour la première question. Donc, moi, je suis assez confiant sur l'histoire de guerre froide. Voilà, je veux dire, Poutine est malin et regardez ce qui se passe en ce moment avec Theresa May, etc., etc. Elle sait jusqu'où ne pas aller trop loin. Vous vous souvenez du mot d'Alain, le philosophe? Le tact, c'est savoir jusqu'où ne pas aller trop loin, qui est une merveilleuse règle en géopolitique et en relations internationales. C'est un peu ce qui se passe avec Theresa May. Et donc tout le monde fait semblant de s'aligner derrière, mais elle a bien compris que Français, Allemands et Américains allaient faire semblant d'être durs, mais personne ne s'intéresse réellement aux Russes. On a tous d'autres problèmes. Les Russes, c'est pas le problème finalement. Finalement, dans un ordre géopolitique, sur un échiquier géopolitique, aujourd'hui, c'est plutôt un élément assez structurant, donc finalement assez stable. Vous voyez, je trouve qu'on a beaucoup d'autres éléments d'instabilité pour que comparativement l'élément russe soit stable. Bon. Première question. Quelle orientation allemande? Je pense que les Allemands vont faire le dos rond. Voilà. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'avec leur grande coalition, leur croco, ils vont avoir finalement très peu de marge de manœuvre. Qu'en plus, tout le débat va se concentrer sur le social, sur les affaires intérieures. Je crois que l'Allemagne aujourd'hui est partie sur 4 ans d'affaires intérieures. Et donc, profil bas à l'international. Je crois que structurellement, ils sont ça. Donc, on fait le dos rond, on fait ce qu'on peut, et c'est pour ça aussi que je ne crois pas au rêve fédéraliste parisien. Vous savez, le momentum européen, je n'y crois pas. Ça ne va pas marcher à cause précisément de cette question-là. Et ça sera exactement la même chose avec Trump, sachant que bien évidemment, pour les Allemands, je veux dire, le rêve, c'est dans 3 ans qu'ils soient battus. Voilà. Mais pendant 3 ans, ben voilà, ça va être painful, mais on va le supporter. Excusez-moi, ça va être irritant. Vous avez assimilé du point de vue américain, du point de vue Trump ou du point de vue de l'électorat, l'Europe à l'OTAN. Est-ce qu'on ne pourrait pas renverser la chose? Là, on parle beaucoup de l'OTAN, mais on a l'impression qu'on parle beaucoup aussi de l'Europe. Et on est européen, on peut quand même se poser la question de savoir quel est l'avenir, le devenir de cette Europe. On vient d'évoquer un futur possible de l'Allemagne. On a parlé des États-Unis, mais enfin bon, l'Europe, l'Union européenne, moi je veux bien que le rêve parisien soit une chimère. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui reste comme possibilité? Parce que moi je suis enseignant en géographie et avec mes amis d'une association de profs d'histoire géo, qu'est-ce qu'on fait? On refait nos cours sur l'Union européenne. On balance les programmes qui nous conseillent d'expliquer que finalement, il y a les fonds structurels, il y a une solidarité,
Il y a une forme d'organisation institutionnelle absolument unique au monde, blablabla. Et on part de quoi? On part des constatations de nos élèves, lycéens ou étudiants, qui nous disent « mais l'Europe, c'est fini ». Alors j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Alors, 2 remarques. J'ai servi à Bruxelles pendant 3 ans comme conseiller du secrétaire général. J'ai été absolument surpris à Bruxelles. Alors, Bruxelles, c'est passionnant pour les internationalistes parce que c'est une place mondiale. C'est une ville de province qui est mondialement cosmopolite. C'est très curieux. Donc, elle a les charmes de la grande ville de province, mais les charmes de la ville de province. Et puis, vous avez des ambassades du monde entier. Voilà, très surprenant. Vous avez ce qu'on appelle des think tankers et des lobbyistes, qui est finalement le nouveau nom des espions. Voilà. Donc Bruxelles 2018, c'est un peu Vienne 1948 dans le troisième homme. Vous voyez, je veux dire. Bon. Donc, ce qui m'a frappé, c'était que les Européens, les fonctionnaires de l'UE sont profondément atlantistes. Je n'ai finalement pas vu de réelle divergence de fond entre les fonctionnaires de l'OTAN et les fonctionnaires de l'UE. Des différences de mise en œuvre, des différences d'appréciation, d'accord, oui, bien sûr. Des objectifs, voilà, je veux dire, des points d'application plus que des objectifs. Mais finalement, ce sont les mêmes. Donc, l'idée de la concurrence entre l'UE et l'Alliance Atlantique est un fantasme français. Voilà, je suis au regret de vous le dire. Il y a encore une exception française. Nous croyons encore qu'il y a une distinction et qu'il peut... Nous avons encore l'idée de la souveraineté. Nous avons encore l'idée de la politique de puissance. On est quasiment les seuls en Europe. Encore un tout petit peu les Anglais. Et d'ailleurs, ils l'ont manifesté par ce raidissement qui a été le Brexit. Et pourquoi le Brexit dans les sondages demeure soutenu par la population, par une majorité de la population? Parce que finalement, au fond de leur trip, c'est ça. Ils le disent avec des mots, tout ce que vous voulez, mais c'est ça. Nous avons aussi ce truc-là. Tous les autres, mais voilà, je veux dire, promenez-vous en Europe, justement. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, vous êtes géographe. L'Europe, elle va rester. L'Union européenne, ça n'est qu'une construction. Ça n'est qu'une construction. L'OTAN, ou plus exactement l'Alliance Atlantique, n'est qu'une construction qui va durer parce que vous avez un phénomène autoporteur de ces institutions. Vous voyez, le Saint-Empire romain germanique, créé en 800 avec le sacre de Charlemagne, grosso modo, mais 1000 ans. Il est rayé d'un trait de plume par Napoléon en 1807, de mémoire. Hein? Vous voyez? Donc, l'Union européenne en tant que construction, ce n'est pas l'Europe. Et donc, le vrai sujet, c'est, et c'est tous les tremblements, et c'est ma première diapo, je veux dire la fragilisation, enfin, l'ordre mondial n'est plus est en désordre. Et l'ordre européen est profondément bouleversé. Et donc, il va falloir réinventer une construction européenne. Mais certainement pas dans le cadre actuel, qui est justement un cadre institutionnel qui date de la guerre froide, avec des logiques de XXe siècle qui sont tout à fait inadaptées à la fluidité stratégique du monde contemporain. Au XXIe siècle, nous sommes dans un monde fluide. Il faut donc que notre construction européenne soit fluide. Et je reviens sur... et c'est pour ça que je ne crois pas à l'objectif fédéraliste sous-jacent à la politique parisienne actuelle.
Je n'y crois pas. Je ne dis pas que c'est mal, ou je ne dis pas que je suis contre. Je dis que ça ne va pas marcher pour ces raisons-là précisément. D'abord parce que la politique intérieure américaine que nous venons d'évoquer, et puis aussi parce que ce n'est pas forcément adapté. C'est aller plus loin dans une formule qui ne marche plus. Me semble-t-il. Vous voyez, je ne dis pas que c'est mal. Je ne suis pas en train de dire... parce que je n'ai pas vraiment de solution alternative. Mais il me semble que ce n'est pas de bonne méthode. C'est que de l'observation. Ouais, je fais très attention. Moi, je ne veux pas être normatif. Vous avez tout un tas de gens qui disent il faut faire ça. Moi, je ne dis pas il faut faire ça. Je dis prudent, pas prudent, conforme, pas conforme. Voilà. Encore une question. Donc, on a eu la deuxième, on a eu la première, il faudrait la troisième. Je veux bien laisser le micro. Alors, moi, je suis très intéressé par la question du Saint-Empire romain germanique. J'ai travaillé là-dessus et mon idée, c'est que peut-être qu'une des possibilités de sortie de l'UE, la fluidité dont vous parlez, le terme est intéressant, pourquoi pas un Saint-Empire romain germanique au XXIe siècle? Ouais. Oui, pardon. Regardez les dates. Fin du Sergue, 1807. Un an après la bataille de d'Iéna, en 1806. Pourquoi est-ce que la bataille d'Iéna est importante? Pas tellement pour la bataille. Parce que dans la bataille d'Iéna, vous avez trois personnes importantes qui touchent de près à cette bataille d'Iéna. Il y en a deux qui y assistent. Un qui s'appelle Hegel, l'autre qui s'appelle Clausewitz, et le troisième qui est prof à l'université d'Iéna s'appelle Fichte. Et donc, et c'est pour ça qu'effectivement il faut revenir dans la longue durée. La construction identitaire allemande, la construction nationale allemande prend sa racine en 1806 à la bataille d'Iéna. Grand 1. Et la bataille d'Iéna, c'est l'exportation de l'invention nationale par la Révolution française au reste de l'Europe. Iéna, c'est ça. Je veux dire, en tant que militaire, quand j'ai regardé Valmy, longtemps j'ai dit, quand j'étais jeune, mais Valmy, mais c'est pas une bataille, c'est pas important, c'est un non-lieu militaire. Mais c'est une puissance politique, géopolitique essentielle, parce que le cri des soldats de Valmy, c'était « Vive la nation !» septembre 92. Nous changeons profondément l'organisation politique qui était composée par la monarchie. Et d'ailleurs, le discours de Danton sur les frontières nationales et la création nationale date du 23 janvier 1793, 2 jours après la mort du roi. Et donc, la construction française change brutalement de quelque chose, de paradigme, là pour le coup, de colonne vertébrale, en passant de la monarchie à la nation. Ça, c'est 1792-93. Nous l'exportons à Iéna en 1806, d'accord, et ça donne la création de la nation allemande, qui met un siècle, jusqu'à Versailles 1871, et donc jusque, etc., 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 etc. Vous voyez qu'on est, je vous parlais du XXe siècle, avec cette logique institutionnelle du XXe siècle, qui est une invention du XXe siècle industriel, mécaniste. Mais là, je remonte au XIXe. Vous voyez, je veux dire, on a aussi des dynamiques très longues. Mais nous arrivons dans un XXIe siècle où il va falloir inventer autre chose, s'adapter à cette fluidité stratégique, inventer de nouvelles formules. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il va falloir rejeter les anciennes. Le cadre national, j'y crois encore. Et finalement, le cadre européen, les institutions européennes, il va falloir, peut-être pas toutes les garder, mais les garder. Vous voyez, ça fait partie de l'héritage. La question, c'est comment transformer l'héritage. Souvenez-vous du mot de Renan. La nation, c'est à la fois le souvenir des belles choses que nous avons faites ensemble
et la construction des belles choses que nous allons faire ensemble. Ce qui m'intéresse dans l'Europe, et je conclus sur cette question, c'est on garde l'héritage, mais on construit de belles choses ensemble. Je vous remercie, Monsieur Kempf, pour cet échange. J'ai le mauvais rôle de mettre un terme à cette discussion.